Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est la matinale du monde du chiffre. Au programme de ce numéro, on va parler de la FCI, la Fédération des cabinets intermédiaires. On évoquera également le rôle de l'expert comptable qui évolue vers les métiers du conseil. Et enfin, comment gérer l'hypercroissance. Pour débuter cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Kitry Lenoir, coprésidente de la FCI. Kitry Lenoir, bonjour. Bonjour. Avant de débuter sur l'actualité de la FCI, un mot pour la présenter. Qu'est-ce que la FCI ? Alors la FCI, c'est la Fédération des cabinets intermédiaires, comme vous l'avez dit, qui a la volonté de regrouper les cabinets de cette taille, français, et qui aujourd'hui compte parmi ses membres une centaine de ces cabinets. Donc en 2 ans, nous sommes très heureux de pouvoir parler avec une centaine de cabinets. Ces cabinets exercent les deux métiers d'expertise comptable et de commissariat aux comptes. Et donc nos sujets sont globaux sur les deux métiers. Quel bilan faites-vous depuis la création de la FCI en 2020 ? Alors, la FCI a été créée juste après la loi Pacte sur l'idée que nous voulions faire notre propre lobbying de cette taille de cabinet pour pouvoir anticiper sur les éventuelles dispositions qui s'appliquent à nos professions. De ce fait, nous avons rencontré depuis 2 ans de nombreux décideurs publics et privés pour leur exposer notre mode de fonctionnement, notre quotidien auprès des entreprises françaises qui sont nos clients. Et ils ont d'ailleurs très bien accueilli ce message, car nous leur donnons du concret, du pratique, du quotidien, et du coup ils ont enrichi, je dirais, leur palette pour leur prise de décision. Donc je crois qu'on est gagnant-gagnant sur cette relation. Donc un bilan positif. Oui, oui, je pense qu'on peut dire que notre bilan est positif. En tout cas, nos adhérents nous suivent et nous alimentent d'ailleurs de leurs préoccupations, de leurs questions, ce qui nourrit nos réflexions. Voilà, donc je précise également que cette fédération est apolitique. Nous ne sommes ni un syndicat ni une institution. C'est important, je crois, de le repréciser. Et donc notre objectif, c'est vraiment le lobbying au plus haut niveau de l'État et de l'Europe. Alors revenons sur les actions qui ont été menées en 2021. En 2021, vous le savez peut-être, la récente consultation de la Commission européenne nous a beaucoup occupés, puisque il s'agissait de démontrer que la qualité de l'information financière était bonne, j'espère même très bonne en France et en Europe, et en tout cas de continuer à la faire, à la construire. Donc, au sein de cette consultation, il y a un sujet qui nous a d'ailleurs réunis au début de cette fédération, c'est le co-commissariat aux comptes, qui nous semble être vraiment un sujet prioritaire. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que, à notre sens, elle apporte de la sécurité financière, elle apporte de l'indépendance et elle est également là pour lutter, je crois, contre la concentration du marché. Car sans co-commissariat aux comptes, eh bien, nous serons moins nombreux commissaires aux comptes à pouvoir œuvrer auprès des entreprises de taille moyenne et importante. Donc, il nous apparaît que ce collège de commissaires aux comptes apporte un double regard à l'entreprise, une valeur ajoutée, avec toujours le même objectif, celui de certifier les comptes. Alors, il y a plusieurs manières de certifier, mais disons que notre opinion est fondée sur l'opinion de 2 commissaires aux comptes, et ça nous semble être vraiment une approche vraiment intéressante pour les entreprises. Et apporter un très haut niveau d'indépendance, puisqu'il faut que nous soyons d'accord, ou en tout cas que nous confrontions nos opinions. Au sein de cette réforme européenne, donc, il s'agissait de noter certains items, et nous avons, sans aucune préoccupation, noté au meilleur niveau ce co-commissariat aux comptes. Nous avons donné la note maximale de 5. Car il nous semblait absolument impossible de ne pas, dans le cas de la promotion de ce processus, de ne pas lui attribuer la meilleure note. Et nous pensons que de ce fait, cela va convaincre aussi les autres pays européens d'accéder et de mettre en place et de promouvoir ce co-commissariat aux comptes. Alors évoquons maintenant l'actualité de la FCI. Quelles sont les prochaines étapes, les projets à venir ? Alors, dans les projets à venir, eh bien, il y a toujours le co-commissariat aux comptes, car nous n'avons pas attendu la réforme européenne pour faire la promotion de ce COCAC. Et depuis l'été dernier, nous avons constitué un groupe de place qui regroupe les institutions publiques, également des commissaires aux comptes en exercice et les représentants des entreprises. Donc, vous voyez qu'autour de la table, nous avons un panel d'utilisateurs, de lecteurs et d'acteurs.
Et l'objectif, c'est de continuer à convaincre sur l'utilité et le bien fondé de cette pratique. Et on peut dire aujourd'hui que nous rencontrons le marché qui a besoin de cette double vision et que nos régulateurs également réfléchissent à nos côtés et nous donnent leur avis sur le co-commissariat aux comptes. D'autres sujets ? D'autres sujets, évidemment. Alors, il n'y a pas que l'audit qui nous intéresse à la fédération, je l'ai dit au départ. Il y a également l'expertise, bien sûr, qui est le quotidien de nos cabinets. Nous avons beaucoup travaillé et nous travaillons sur la mise en place de la facturation électronique qui va avoir un impact chez nos clients, dans nos cabinets, en termes de ressources humaines, compétences, en termes de digitalisation. Donc, il y a un vrai enjeu sur ce plan-là. Et puis, nous travaillons également sur l'ECF, l'examen de conformité fiscale, qui doit donner une qualité supérieure et en tout cas une sécurité supérieure à la fiscalité. De manière plus large, nous écoutons nos adhérents. Nous sommes à leur écoute pour évoquer avec eux leurs sujets du quotidien, ceux de demain, ceux qu'ils anticipent. Voilà. Et nous travaillons avec beaucoup d'enthousiasme et d'énergie. Bon, on voit que les sujets sont nombreux. On va suivre tout ça avec intérêt. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale du monde du chiffre. Pourquoi le rôle de l'expert comptable évolue vers le conseil? On en parle tout de suite avec mon invité, Imène d'Auvergne, présidente de l'Art du Conseil, également expert comptable. Imène, bonjour. Bonjour Arnaud. Pouvez-vous nous présenter l'Art du Conseil? Alors l'Art du Conseil, c'est mon cabinet que j'ai créé fin 2021. Dont le but est de vraiment mettre en avant le rôle de conseil en tant qu'expert comptable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire accompagner les clients, les chefs d'entreprise, même les particuliers dans leurs projets. Leurs projets d'entreprendre, leurs projets de développement de patrimoine, d'investissement immobilier. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est assez large. Et donc, le but, c'est vraiment de les accompagner dans leurs projets. Quelle est la spécificité de votre cabinet? La spécificité de mon cabinet, c'est que je fais plus de conseils que d'expertise comptable. C'est-à-dire que j'oriente mon cabinet plutôt vers les missions d'accompagnement et de conseil et moins sur les missions traditionnelles qu'on est amené à rencontrer dans les cabinets d'expertise comptable. Concrètement, comment les accompagnez-vous? Concrètement, alors... Tout d'abord, ce que je souhaite signaler quand même, c'est qu'il y a beaucoup de bouche à oreille. C'est-à-dire que quand un chef d'entreprise ou un particulier me contacte, c'est parce que je suis référente en tant que conseil. C'est-à-dire que on vient me voir pour les accompagner dans un projet. Donc, je prends connaissance de leur projet. On établit ensemble une lettre de mission. Et ensuite, je démarre la mise en place de la mission. Je fais toute une étude chiffrée avec une présentation animée. Et ensuite, donc j'échange sur ce contenu avec le chef d'entreprise ou le particulier. Et il prend ensuite ses décisions pour décider du choix qu'il souhaite retenir quant au projet qu'il souhaite mener. Si on prend les experts comptables, pouvez-vous nous détailler un peu votre offre? Alors, l'offre du cabinet, ce que je souhaite surtout détailler aujourd'hui, c'est comment accompagner, parce que j'ai aussi j'ai envie que d'autres cabinets orientent leur cabinet, leur offre plus vers des missions de conseil et que petit à petit, ils se dégagent des missions traditionnelles. Pourquoi c'est important? C'est important parce que le numérique prend de plus en plus de place dans notre métier. Et que, d'après de nombreuses études, le numérique va être amené à transformer considérablement notre métier et notamment ça va engendrer 10 à 15% d'emplois supprimés pour notre profession et 50% à peu près d'emplois transformés. Donc concrètement, il faut aller chercher du chiffre d'affaires ailleurs. Tout à fait, parce que d'ailleurs on le constate déjà aujourd'hui, la rentabilité des cabinets est de plus en plus difficile parce qu'il y a de plus en plus de concurrents qui proposent des offres de production comptable, des low cost à des prix battant toute concurrence et aujourd'hui beaucoup de cabinets n'arrivent plus à faire face
à cette concurrence. Donc ça devient difficile pour les experts comptables et difficile pour les collaborateurs. Il ne faut pas oublier quand même que les collaborateurs, on en compte 140 000 dans la profession. Donc l'objectif de cette offre que je veux proposer au cabinet, c'est de les aider à développer une offre de conseil pour aussi sauvegarder nos emplois. Alors, quelles sont vos préconisations, rapidement, pour développer cette offre de conseil ? Alors les préconisations, déjà j'ai établi une offre très concrète que je souhaiterais présenter aujourd'hui, mais le cœur de cette offre, c'est de s'appuyer sur les collaborateurs pour créer les emplois de demain. Parce que le capital humain, c'est ce qui permettra à la profession de saisir cette opportunité du numérique et ne pas la subir en fait. Un mot sur votre offre ? Oui, volontiers. Alors l'offre, elle se compose en trois principales phases. La première phase, c'est l'état des lieux. L'état des lieux est extrêmement important parce qu'il permet de définir les objectifs et la stratégie du cabinet en matière de conseil. Donc déjà, cette première étape, elle est indispensable. On va prendre connaissance de l'organisation du cabinet de manière générale et puis ensuite plus spécifiquement en matière de conseil. Qu'est-ce qui est fait en matière de conseil et comment c'est fait, y compris avec le système d'information et les outils qui sont utilisés. La deuxième phase va consister à designer, à structurer, à créer en fait la structure de l'activité de conseil. Comment est-ce qu'on veut la faire ? Cette activité de conseil. Mais surtout, dans cette deuxième phase, on va vraiment impliquer l'ensemble des collaborateurs. Le but, c'est qu'on les implique pour aussi les fidéliser dans cette nouvelle aventure, dans cette transformation, en les intégrant vraiment dans la définition de ce qu'on entend par l'organisation du pôle conseil. Troisième phase, c'est la mise en œuvre. Là, on va déployer. Une fois qu'on a designé, on déploie cette organisation cible et le déploiement va être l'implantation des nouveaux outils, va être la formation des collaborateurs à cette nouvelle organisation, processus, procédure. On forme les collaborateurs sur la posture du conseil, sur la nouvelle organisation et surtout, le nerf de la guerre, c'est qu'on va coordonner l'ensemble des collaborateurs pour toujours les fidéliser en les mobilisant dans le déploiement du pôle conseil, parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est en les recherchant, en les faisant monter en compétences qu'on va les motiver. Et donc ça va donner un élan au déploiement de cette nouvelle organisation. Il faut intégrer tout le monde dans le processus. Il faut intégrer tout le monde dans le processus. Et je sais qu'on en est capable, et je sais qu'on y arrivera de cette manière-là. Et il y a une quatrième phase dont j'ai pas parlé. Cette quatrième phase, c'est une intervention sur option. C'est s'il y a besoin de former sur l'aspect métier les collaborateurs, je pourrais intervenir en les aidant à faire les comptes rendus, en les aidant à formaliser ou à présenter leur support à leurs clients et en les coachant, en les formant pour vraiment être à leur côté tout au long de cette montée en compétences. Et ce que je tenais aussi à souligner dans le cadre de cette offre, c'est que je suis accompagnée d'une équipe de professionnels qui intègrent les trois compétences nécessaires pour moi pour arriver à réussir cet accompagnement. Quel professionnel ? Alors, il y a une spécialiste de la conduite du changement, Mélissa Demande, et ensuite nous avons une spécialiste de la conduite du projet qui est Kavida Angapin. Ce sont deux personnes qui sont vraiment spécialisées dans ces domaines-là depuis de très nombreuses années et qui ont beaucoup à cœur de pouvoir faire évoluer les compétences de nos collaborateurs au sein des cabinets. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci beaucoup à vous, Arnaud. Vous êtes toujours sur Décideur TV dans la matinale du monde du chiffre. Comment gérer l'hypercroissance ? On en parle tout de suite avec mon invité, Nathaniel Berne, fondateur de Medadone. Nathaniel, bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler d'hypercroissance, un mot sur Medadone. Oui, Medadone, donc on est un acteur majeur de la téléconsultation en France. On a deux modèles. On propose à la fois aux patients de faire une téléconsultation de chez eux, donc depuis un ordinateur ou un téléphone, et aux patients de faire des téléconsultations dans des pharmacies ou des mairies depuis des bornes et des cabines téléconnectées.
Alors, comment gérer l'hypercroissance d'une startup? Alors, vaste sujet, l'hypercroissance, effectivement, c'est un phénomène qu'on a vécu en particulier pendant la période Covid, puisque la téléconsultation s'est largement démocratisée. Et donc, du jour au lendemain, c'est vrai qu'on a vu un nombre de demandes de téléconsultation exploser et un grand nombre de médecins qui souhaitaient nous rejoindre. Donc, dans un premier temps, on a beaucoup recruté un certain nombre de collaborateurs à tous les postes stratégiques qui étaient, on va dire, en surchauffe. Donc à la fois du Customer Success Manager, à la partie marketing, à la partie tech. Et donc le fait de staffer un certain nombre d'équipes et de mettre en place des process, ça permet de gérer les problèmes les uns après les autres. Alors justement, ça fait beaucoup de bouleversements. Comment gère-t-on tout cela? Écoutez, je pense qu'on doit mettre en place un certain nombre de process. C'est vraiment un problème à la fois. Donc, on gère les problématiques d'hypercroissance les unes après les autres. Il faut que toute la société soit alignée là-dedans. C'est vrai qu'on est passé de 60 à 130 collaborateurs en très peu de temps, de 100 000 téléconsultations à 600 000 téléconsultations en peu de temps. Et donc, il faut que tout le monde soit aligné dans le sujet de continuer à faire croître l'entreprise, tout en sachant qu'il faut maîtriser ce qui est mis en place. Ça veut dire nouveaux locaux, formation des nouveaux collaborateurs, comment ça se passe? Tout à fait, on a changé de locaux, on a recruté beaucoup, en plus comme c'était le Covid, on a mis en place des politiques de télétravail, on a augmenté notre outillage, c'est-à-dire qu'on a mis en place un certain nombre d'outils qui nous ont permis, comme on le dit, de scaler. Donc ce qui n'est pas faisable de manière humaine, on a mis en place des outils pour le faire. Et donc voilà, un certain nombre de choses qui ont été mises en place sur ces sujets-là. Alors comment maintenir cette hypercroissance et faire que ça dure? Écoutez, je pense que le marché de la téléconsultation est très, très vaste. Donc, Medadom a la possibilité de continuer à s'étendre. Pour maintenir l'hypercroissance, il faut toujours aller chercher plus loin, être plus ambitieux. Notre objectif, c'est vraiment d'équiper tout le territoire en cabine et en borne de télémédecine. Et donc, pour cela, on a recruté des forces commerciales. Mais les équipes continuent de grandir pour justement accompagner cette hypercroissance et toujours équiper de plus en plus de territoires et proposer un accès aux soins pour tous. Comment vous voyez justement le développement de votre société? Plutôt optimiste, si j'entends ce que vous dites. Oui, écoutez, on est très optimiste. De toute façon, il faut être optimiste. Donc, on souhaite équiper 25 000 dispositifs on souhaite installer 25 000 dispositifs de téléconsultation d'ici à la fin de l'année prochaine et vraiment proposer un accès aux soins pour tous, donc dans tous les territoires, dans les déserts médicaux en particulier. Il faut que les personnes aient un accès aux soins. S'il est digital, il est digital, mais il faut absolument que les personnes aient un accès aux soins homogène sur le territoire et c'est ce qu'on essaie de proposer. On va conclure là-dessus. Merci d'être passé sur le plateau de la matinale. Merci à vous. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt sur Décideur TV pour un nouveau numéro de la matinale.